D'une part, je veux dire, nous n'avons pas de relation diplomatique avec Israël, donc il n'y a rien à rompre. D'accord, bien. Deuxièmement, cela signifie que nous n'avons pas de relation commerciale formelle directement avec Israël. Nous n'avons pas cela, donc il n'y a rien à rompre. En termes de sanctions, je ne pense pas que le gouvernement puisse officiellement mettre en place des sanctions. Je ne pense pas que nous soyons en position de le faire. Concernant le grand public, il y a la question du boycott des produits liés à Israël. Une partie importante du public prend cela très au sérieux. En conséquence, certaines entreprises subissent déjà les répercussions de ce boycott. Cependant, dans quelle mesure cela impactera le conflit lui-même est une autre question. Hello everybody. This is Pascal and today I'm joined by Bonjour à tous. Ici Pascal. Et aujourd'hui, je suis rejoint par Dr. Shafiha Muhibat, une érudite indonésienne et analyste politique. Dr. Muhibat occupe actuellement le poste de directrice exécutive adjointe pour le Centre d'études stratégiques et internationales d'Indonésie, le CSIS. Il est important de noter que ce CSIS n'est pas le même que, ni lié au think tank américain portant le même nom. Je voulais parler à un expert indonésien depuis un moment pour discuter des défis géopolitiques de son pays d'origine et aussi de l'Asie du Sud-Est, plus généralement. Donc merci Dr. Muhibat d'être en ligne aujourd'hui. So, thank you Dr. Muhibat for coming online today. Plaisir. Plaviteo. So, Alors, Shafia, nous avons eu quelques échanges avant cela, et l'un des grands événements du mois prochain est l'élection générale indonésienne. Dans cette élection, vous allez élire un nouveau président et aussi un nouveau parlement, n'est-ce pas? Tout va être renouvelé. Donc si vous pouviez expliquer un peu, quels ont été les principaux soucis de politique étrangère de l'Indonésie au cours des dernières années et ce que vous prévoyez pour l'avenir? Pensez-vous que cela restera le même? L'approche de l'Indonésie sera-t-elle toujours la même après les élections, surtout que vous avez été sous le même président maintenant pour 2 mandats consécutifs, n'est-ce pas, pour les 8 dernières années, M. Widodo? Prévoyez-vous de grands changements dans la politique étrangère de l'Indonésie ou pas? Do you foresee big changes in Indonesia's foreign policy or not? Bien sûr, excellente question. Je pense que pour l'Indonésie, notre principale préoccupation est toujours l'Asie du Sud-Est. Donc, quels que soient les défis sécuritaires auxquels l'Asie du Sud-Est est confrontée, ce sont également les plus grandes préoccupations de l'Indonésie. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs problèmes, plusieurs points chauds de conflit dans notre voisinage direct. Tous ces points peuvent être liés à la compétition entre grandes puissances, comme la rivalité géopolitique et les relations entre les États-Unis et la Chine. Ce facteur influence grandement tous les autres problèmes en Asie du Sud-Est et dans le Grand Indo-Pacifique. Pour l'Indonésie, la principale préoccupation n'est pas vraiment la compétition entre les États-Unis et la Chine en soi, mais plutôt, d'abord, comment cette compétition impacte l'Asie du Sud-Est. Que cela nous plaise ou non, cette région est le décor de la compétition. Tout ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine aura un grand impact sur l'Asie du Sud-Est. Deuxièmement, une grande préoccupation est que l'Indonésie et les pays de l'Asie du Sud-Est dans leur ensemble sont encore assez désemparés. Nous n'avons essentiellement aucune idée de comment gérer cela ou quel type de politique et stratégie nous devrions adopter pour prévenir tout impact négatif de cette rivalité géopolitique. Donc, est-ce que ce sont les 2 principaux problèmes qui présentent le plus grand défi, non seulement pour l'Indonésie, mais aussi pour l'Asie du Sud-Est dans son ensemble? Alors, comment pensez-vous que l'administration actuelle a géré ce défi? Cela a empiré, n'est-ce pas? La rivalité entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les revendications de la Chine dans les mers de Chine méridionale et orientale, se sont intensifiées. Ces revendications n'impactent pas directement l'Indonésie, puisqu'il n'y a pas de revendications qui se chevauchent. Cependant, l'Indonésie entretient des liens très étroits avec la Malaisie.
le Vietnam et les Philippines. De plus, le secrétariat de l'ASEAN est situé à Jakarta, ce qui signifie que l'Indonésie est significativement affectée par ces développements. Concernant la prochaine administration, êtes-vous inquiet qu'il puisse y avoir des changements significatifs au niveau domestique? Worried that something big is going to change at home or not? Okay, I think for Indonesia, foreign policy. D'accord. Je pense que pour l'Indonésie, la base de notre politique étrangère change à peine, si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, nous disons toujours que la doctrine est indépendante et active, ne se rangeant du côté d'aucun bloc. Cela a été créé dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide. L'Indonésie a toujours maintenu la position selon laquelle elle ne se rangerait jamais du côté d'aucun bloc et traiterait avec tous les pays de manière égale. C'est quelque chose qui est encore maintenu jusqu'à maintenant. Pendant très longtemps, l'Indonésie a essayé de maintenir de bonnes relations à la fois avec les États-Unis et la Chine. Bien sûr, à travers différents secteurs, vous trouveriez différents types de relations. Mais dans tous ces cas, l'Indonésie ne sera jamais ce pays qui se range d'un côté. Ainsi, maintenir l'indépendance dans notre politique étrangère et être actif en termes de poursuite de nos intérêts reste toujours le problème principal. C'est la base. Bien sûr, vous verriez qu'à travers différentes administrations, vous trouveriez différentes caractéristiques ou priorités, mais la base reste la même. Pour le président Widodo, il a été assez actif en termes de construction d'infrastructures. Quand vous parlez de construction d'infrastructures, la Chine est celle qui offre le plus gros investissement, non seulement en Indonésie, mais aussi dans d'autres parties du monde. C'est pourquoi, tout au long de ses 10 ans de présidence, il a souvent été accusé d'être plus proche de la Chine que des États-Unis. Je ne suis vraiment pas d'accord avec cela parce que je pense vraiment que l'Indonésie cherche encore à maintenir et à poursuivre des relations avec les États-Unis et la Chine et avec Et je pense que l'Indonésie est l'un de ces pays qui cherche à maintenir une double voie dans ses relations avec la Chine. Il y a une voie où nous avons une coopération économique étroite et d'autre part, il y a une voie où nous maintenons notre coopération en matière de sécurité politique. Ce que nous faisons n'est pas exclusif à l'Indonésie. Je pense que beaucoup de pays ont également cette stratégie. Quoi qu'il arrive sur une voie, nous cherchons à ce que cela n'influence pas l'autre voie. Par exemple, quels que soient les affrontements ou incidents que nous avons avec la Chine dans la mer de Natuna Nord. Jusqu'à présent, si vous regardez les 5 dernières années ou les 10 dernières années, cela n'a pas vraiment influencé notre coopération économique étroite. Certains autres pays peuvent ne pas avoir ce luxe, mais pour l'Indonésie, et je pense un certain nombre d'autres pays également, c'est une stratégie que nous cherchons à suivre. Cependant, il y a une mise en garde ici, et c'est quelque chose sur lequel nous devons nous concentrer. Cette stratégie fonctionne maintenant, mais il n'y a aucune garantie qu'elle continuera à fonctionner à l'avenir, compte tenu des changements que la Chine traverse et de la manière dont elle devient plus affirmée sur certains sujets. Nous pourrions faire face à un moment où cette stratégie ne fonctionnera plus. Il pourrait y avoir un moment dans le futur où, quoi qu'il arrive, dans la mer de Natuna Nord, finira par impacter nos relations économiques avec la Chine. Ce n'est pas encore le cas, mais je pense que l'Indonésie doit se préparer à cela. Et je pense que c'est quelque chose qui manque encore dans la réflexion du gouvernement indonésien en ce moment. Oui, les États-Unis confondent trop souvent les questions économiques avec les questions de sécurité. Le fait que les pays aient une coopération économique étroite est quelque chose que les États-Unis décrivent souvent en termes de menace à la sécurité. Ensuite, ils essaient de dire aux pays qu'ils ne peuvent pas acheter de produits Huawei parce qu'ils représentent une menace pour la sécurité nationale. L'Indonésie ressent-elle cette pression de la part des États-Unis ou est-elle laissée plus ou moins tranquille? Définitivement,
nous ressentons la pression. Et je pense que c'est aussi l'un des défis auxquels nous sommes confrontés en lien avec la concurrence. Le fait que nous, non seulement l'Indonésie, mais aussi l'Asie du Sud-Est dans son ensemble, soyons poussés à choisir un camp est quelque chose que l'Indonésie essaie toujours d'éviter. Si vous regardez l'Asie du Sud-Est, avec ses 11 pays, vous verrez des pays ayant des degrés de relations variés, soit avec les États-Unis, soit avec la Chine. Certains pays, comme le Cambodge ou le Laos, sont étroitement liés à la Chine. D'autres, comme les Philippines, sont étroitement liés aux États-Unis. Puis il y a des pays comme l'Indonésie qui cherchent à maintenir de bonnes relations avec les deux. Donc vous voyez ces vastes différences. Cependant, la Chine et les États-Unis tentent de changer cela. Ils veulent que les pays choisissent un camp dans cette compétition. Cela met la pression sur chaque pays en Asie du Sud-Est et menace également l'unité de l'ASEAN ou de l'Asie du Sud-Est dans son ensemble. Lequel vous inquiète le plus, la Chine ou les États-Unis? Oh, wow. Oh wow! D'accord. Pour répondre à cela, aucun des deux. Comme je l'ai mentionné tout au début, ce qui nous préoccupe, c'est la concurrence. Et encore plus que la concurrence elle-même, ce sont les implications négatives de cette concurrence pour notre région. Donc il ne s'agit pas spécifiquement des États-Unis ou de la Chine, mais de la manière dont leurs actions l'un envers l'autre impactent négativement la région. Vous savez, cette chaîne se concentre sur les études de neutralité. Ce que j'examine également, c'est le problème des pays qui se retrouvent pris au milieu et comment ils tentent de tracer une voie indépendante. Habituellement, ils sont accusés d'être trop proches de l'un des côtés par chacun des côtés opposés. Au cours des 10 dernières années, avez-vous ressenti que cette pression des deux côtés a activement augmenté? Ou a-t-elle toujours été ainsi? Voulez-vous dire les pressions? Oui, la pression. Oui, absolument. C'est quelque chose que l'on ressent. Vous avez mentionné les différentes sanctions venant d'un côté comme de l'autre. Et puis il y a l'établissement de divers cadres minilatéraux comme le Quad, AUKUS et ainsi de suite. La Chine, pendant assez longtemps, a été très agressive avec ses projets d'initiative La Ceinture et la Route également. Bien sûr, ce sont toutes des pressions. Ce qui est inquiétant, c'est que les pays d'Asie du Sud-Est, et je suis assez sûre que dans d'autres parties du monde également, se retrouvent au milieu de cette compétition. Cependant, nous sommes réduits à être spectateurs. Il y a à peine quelque chose que nous pouvons faire pour influencer le cours de cette compétition, mais nous subissons les impacts négatifs de celle-ci. Êtes-vous inquiet de l'influence étrangère qui va au-delà de la simple pression en matière de politique étrangère? Avec les élections à venir, êtes-vous préoccupé par les influences chinoises ou américaines sur votre politique intérieure? Ou cela vous convient-il? Je ne dirais pas que je vais bien, mais cela ne m'inquiète pas non plus. Cela se rapporte à ce que j'ai dit plus tôt sur le fait que l'Indonésie a une certaine aisance parce que nous sommes un pays comme l'Indonésie, contrairement à d'autres pays. Je ne nommerai personne, mais des pays qui sont moins stables, moins développés et plus dépendants, soit des États-Unis, soit de la Chine, pourraient ne pas avoir le luxe d'éviter ce genre d'influence. Cependant, je pense que l'Indonésie est plus capable de résister à ce risque. Spécifiquement concernant l'élection, oui, il y a des préoccupations, mais elles ne sont pas la priorité principale. C'est parce qu'il y a d'autres problèmes, principalement domestiques également. Oui, c'est un énorme défi. Vous avez 17 000 îles à organiser. De plus, vous êtes le plus grand pays de l'ASEAN en termes de taille, avec 270 millions de personnes, n'est-ce pas? Oui, plus ou moins ce nombre. La plus grande préoccupation en matière de sécurité, c'est quoi? Est-ce vos voies de communication maritime ou est-ce autre chose? En termes de sécurité,
Qu'est-ce qui est au cœur de ce que l'Indonésie souhaite réaliser pour avoir de la stabilité? What Indonesia wants to achieve in order to have stability. Oh wow, that kind of question you ask different Oh wow. get different answers. You ask Si vous posez ce genre de questions à différentes personnes, vous obtiendriez différentes réponses. Si vous demandez à la marine, évidemment, elle se préoccuperait des voies maritimes. Si vous demandez aux diplomates, ils vous donneraient une réponse différente. Mais je pense, en somme, que l'Indonésie manque beaucoup en termes de sécurité. Nous n'avons pas vraiment de stratégie de sécurité claire et efficace en termes de défense et de sécurité. Cela se traduit par de nombreux défis dans différents secteurs. Donc, en nommer un ou deux serait vraiment injuste au regard du nombre de différents problèmes qui doivent être pris en charge. Mais vous avez absolument raison. Certains des problèmes que vous avez mentionnés sont de grandes préoccupations, mais ce ne sont pas les seuls. Those are great concerns, but those are not the only ones. Yeah, okay. Ouais, d'accord. Donc, comme toujours, la sécurité implique plusieurs problèmes sur plusieurs fronts. Pensez-vous que la collaboration principale au sein de l'ASEAN va augmenter? L'ASEAN est un regroupement très intéressant, n'est-ce pas? Il est assez lâche dans un sens, mais d'un autre côté, il a produit beaucoup d'initiatives au cours des 50 à 60 dernières années. Avec la pression croissante de la Chine et des États-Unis, pensez-vous que plus de pays de l'ASEAN se rapprocheront? Now that the pressure from China and the United States is increasing. You know what's interesting about ASEAN? Vous savez ce qui est intéressant à propos de l'ASEAN? La qualité du travail et la fonction de l'ASEAN ont été assez dépendantes des défis auxquels elle est confrontée. Si vous lisez beaucoup de littérature, vous trouverez de nombreuses histoires de succès de l'ASEAN tout au long des années 1970, 1980 et 1990. En effet, ce furent des périodes de succès et l'ASEAN était capable et très pertinente pour répondre aux défis de ces périodes. Cependant, les défis auxquels nous sommes confrontés maintenant sont bien sûr différents par rapport à ceux des années 1980 et 90. En regardant les défis actuels, il semble que l'ASEAN ne soit pas bien équipée pour rester pertinente. Par exemple, l'ASEAN a réussi, pendant longtemps, à gérer les problèmes intra-ASEAN et les litiges et à essayer d'établir un processus d'intégration régionale. Nous avons réussi dans ces domaines. Cependant, nous n'avons jamais eu à faire face à un problème provenant d'une grande puissance extérieure à la région comme la Chine. C'est là que je pense que l'ASEAN est à la traîne. Nous n'avons toujours pas les bons outils ou mécanismes pour gérer les problèmes que nous pourrions avoir avec la Chine ou dans le contexte de la plus large compétition entre grandes puissances. Okay, and maybe let's D'accord, parlons un peu des conflits actuels. L'Indonésie se trouve dans un emplacement géographiquement stratégique, mais difficile, loin du conflit en Ukraine et de la situation en Palestine, où les Palestiniens rencontrent des difficultés. Comment vous et le public indonésien avez perçu ces deux conflits? Discutons d'abord de la situation en Ukraine, puis de celle à Gaza. these two conflicts. Maybe first the Ukrainian one and then the current one in Gaza. Okay, of course, then the two conflicts would be viewed quite differently. D'accord. Bien sûr, les deux conflits sont perçus de manière très différente en Indonésie. La situation en Ukraine, par exemple, est reconnue par l'Indonésie pour son impact significatif sur le paysage politique et économique mondial, ce qui inclut également notre région. Cependant, elle est encore largement considérée comme quelque chose de lointain. Étant en Asie du Sud-Est, notre préoccupation principale est liée à la rivalité entre grandes puissances, en particulier avec la Chine. Bien que nous reconnaissions l'impact significatif de la situation en Ukraine, cela n'éclipse pas les problèmes existants que l'Indonésie doit déjà affronter dans la région. Je ne suis pas sûre que cela soit logique, mais cela semble toujours très lointain et ne remplace pas nos problèmes et défis immédiats dans la région. Donc je suppose que c'est le sentiment général que nous avons. Notre principale préoccupation concernant l'Ukraine est l'impact direct qu'elle a sur l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est. En regardant la visite du président Widodo à Kiev et à Moscou en 2022, elle a été perçue comme une sorte d'initiative de paix. Initiative. With peaceful, initiative
Mais je pense que, au fond d'eux, cela est perçu comme, vous savez, au moment où il était président du G20, il tentait d'assurer le succès du sommet du G20. Il y avait des préoccupations concernant les prix des aliments et de l'énergie, et je pense que ce n'est pas vraiment à propos de la guerre elle-même, mais plus à propos des impacts négatifs que cela pourrait avoir sur notre pays ou notre région. Et je pense que cela reste ainsi pour le moment. Donc, pas seulement l'Indonésie, mais la plupart des gouvernements d'Asie du Sud-Est considèrent la guerre en Ukraine comme une crise lointaine, ce qui signifie qu'il y a très peu d'incitation à prendre une position claire. Si vous suivez cette affaire, l'ASEAN a été relativement prudent dans sa réponse à la guerre. Vous pouvez voir que les pays de l'ASEAN évitent de prendre parti dans cette affaire. Et il y a des divisions claires dans les relations de la région avec la Russie. Oui, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont publié une déclaration. Je pense que c'était en février 2022, donc peut-être quelques semaines après le début de la guerre, mais la déclaration exprimait une profonde préoccupation concernant la situation, appelait à une retenue maximale, et ainsi de suite. Mais c'est très diplomatique, très normatif, sans un mot qui dirait que nous prenons une position claire sur la guerre. Donc je suppose que jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé, ce qui reflète toujours comment nous voyons la guerre elle-même, comme une crise lointaine. Pourquoi pensez-vous que les pays de l'ASEAN, y compris l'Indonésie, ont adopté une position plus nuancée, tandis que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont si fermement ancrés dans ce que moi et beaucoup d'autres appelons l'Occident collectif? La race est-elle encore un facteur dans la politique internationale? Cela a tout son sens du point de vue de l'Indonésie, que l'Europe est très loin. Par conséquent, l'Indonésie essaie de ne pas être aspirée de part et d'autre du conflit. Cependant, l'Australie et la Nouvelle-Zélande adoptent une approche complètement différente. Le Japon adopte également une approche différente, bien que pas aussi fortement que l'Australie. Alors, pourquoi cela, selon vous? Je pourrais ne pas être en mesure de vous donner une réponse tranchée sur ce sujet. Ceux qui étudient l'élaboration des politiques en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon pourraient être plus compétents. Cependant, je pense que le degré de différence en termes de relation avec la Russie et la manière dont nous envisageons notre lien avec la Russie joue un rôle significatif dans cette décision. Pour des pays comme l'Indonésie et bien d'autres, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur des questions comme celle-ci, la principale préoccupation est les conséquences que cela aura sur nous. Des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande se préoccupent beaucoup du droit international et du respect de certains principes. Ainsi, la guerre est perçue comme une menace directe pour eux également, car ils défendent ces principes. Cela ne signifie pas que des pays comme l'Indonésie ne défendent pas ces principes, mais il existe différentes manières de le faire. Certaines personnes en ont discuté plus tôt. Pour des pays comme l'Indonésie, ne pas imposer de sanctions ne signifie pas que nous sommes d'accord avec la guerre. Être opposé à la guerre et à l'invasion ne doit pas se traduire directement par des politiques spécifiques, comme des sanctions. Il y a des limites à ce que certains pays peuvent faire. C'est ce que l'Indonésie essaye de reconnaître. Pour nous, faire une déclaration à travers l'ASEAN et la visite de Jokowi est déjà une prise de position sur notre vision de la guerre en Ukraine. Je crois que les politiques des pays ne devraient pas être uniformes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ma principale critique à l'égard de l'Occident collectif est qu'il respecte le droit international quand cela les arrange. Ensuite, il le sape ou le viole carrément quand c'est pratique, tout en disant toujours aux autres pays comment gouverner. L'accent mis par l'Indonésie sur les questions et intérêts nationaux me semble tout à fait logique. Ce qui n'a pas de sens, c'est lorsque les pays privilégient des principes abstraits qu'ils violent ensuite dans d'autres situations.
Mais pensez-vous que cette perception de l'Occident comme une entité respectueuse du droit change à cause de Gaza? Ce qui se passe là-bas est absolument insensé. Je fais partie de ceux qui appellent cela un génocide. La Cour internationale de justice a rendu un arrêt vendredi dernier, exprimant son inquiétude qu'un génocide puisse se produire. Considérant que l'Indonésie est la plus grande démocratie à majorité musulmane du monde, comment la situation à Gaza affecte-t-elle la perception publique? How does Gaza factor in public perception? Okay, D'accord. La question de la Palestine n'est pas le principal centre d'intérêt du grand public en Indonésie, surtout en ce qui concerne la politique étrangère. Cela est dû au fait qu'avec les élections à venir, la politique étrangère n'influence pas significativement les décisions de vote. Au lieu de cela, les gens sont plus préoccupés par le bien-être, l'éducation et la pauvreté. Cependant, la Palestine est une exception. Cela a été un problème significatif pour l'Indonésie depuis les premiers jours de son existence, notamment lors de la conférence afro-asiatique de 1955. Lors de cette conférence, l'une des questions non résolues était la liberté de la Palestine, qui reste une préoccupation importante chaque fois que des nouvelles de Gaza émergent. Malgré cela, le grand public n'est pas pleinement conscient des derniers développements. Il pourrait entendre des nouvelles de Gaza, du Hamas et de diverses attaques, mais leur compréhension reste ancrée dans la vision traditionnelle selon laquelle la Palestine est menacée et mérite la liberté et l'État. Donc, si vous demandez si les événements récents ont changé l'opinion publique, ma réponse courte est non. Les gens s'accrochent toujours à leur vue traditionnelle concernant la Palestine. Il y a le parent déjà comme mauvais dans le passé. Et cela montre juste que c'est toujours mauvais. Oui. Ils ne comprendraient pas les détails. Ils ne comprendraient pas l'attaque. C'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est une nouvelle information qui n'ajoute pas de valeur au problème existant. Le sentiment est comme ça. Même avec la décision de la CIJ, cela pourrait importer au gouvernement et aux élites, mais pour le grand public, cela ne change pas vraiment leur perception beaucoup. Je vois. Donc les sentiments sont beaucoup plus intenses dans d'autres pays musulmans, je suppose. En un sens, l'Indonésie considère cela comme l'un des problèmes qui existent depuis longtemps. Alors, pour beaucoup, dans le public indonésien, les derniers mois n'ont pas présenté un nouveau problème. Au lieu de cela, ils servent de rappel que nous devons encore manifester pour des objectifs qui n'ont pas été atteints. C'est juste un autre rappel que nous avons encore du travail à faire. Je pense que l'Indonésie a également soutenu le cas de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Oui. Savez-vous si le gouvernement indonésien va faire un quelconque suivi sur celui-ci? Ou quelles sont les approches officielles de l'Indonésie envers Gaza? Oui, le gouvernement indonésien soutient l'effort sud-africain. D'après ce que je comprends, le ministère des Affaires étrangères a pris cela très au sérieux. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Par exemple, il a travaillé à travers le Conseil de sécurité et l'ONU. C'est un autre canal qu'ils utilisent. Je ne suis pas sûre du suivi du point de vue indonésien concernant la CIJ. Un problème, ou plutôt un facteur, dans ce cas particulier, est que nous ne sommes pas encore partis au statut de Rome. Cela crée une certaine complexité concernant la mesure dans laquelle nous pouvons donner suite à la décision de la CIJ. Pensez-vous que l'Indonésie travaille activement à travers les institutions du droit international? Il semble que le droit international se délite de diverses manières. Par exemple, la politisation de tribunaux comme la CPI est évidente. Elle a rapidement inculpé Vladimir Poutine, mais est restée silencieuse sur la guerre à Gaza. De plus, il y a de nombreuses violations du droit international. Compte tenu de cela, avez-vous encore espoir que le droit international puisse aider l'Indonésie à naviguer
dans les situations actuelles? Law can also help Indonesia to navigate the current situations? Well, to be frank, for a country like Indonesia, Eh bien, there isn't much pour être franc, pour un pays comme l'Indonésie, il n'y a pas vraiment d'alternative, n'est-ce pas? Donc, en passant par la Cour internationale de justice en tant que non-partie au statut de Rome, cela montre déjà que nous sommes prêts à prendre ce qui est sur la table, que nous pouvons encore faire en termes, du moins, d'exprimer nos préoccupations concernant Gaza. Cela montre que nous n'avons vraiment pas beaucoup d'alternatives sur ce que nous pouvons faire. Par exemple, une déclaration individuelle de l'Indonésie serait encore moins efficace ou pertinente en termes de ce problème. Donc, pour répondre à cette question, il ne s'agit pas vraiment de croire en le droit international, mais d'être réaliste sur le type d'effort que nous pouvons réellement faire. Alors que cette question est encore importante pour une grande partie du public indonésien, le gouvernement doit faire quelque chose à ce sujet. Mais que peuvent-ils faire? Nous sommes présentés avec très peu d'alternatives. Y a-t-il jamais eu des préoccupations ou des réflexions sur la rupture des relations avec Israël ou l'imposition de sanctions à Israël, même s'il pourrait ne pas y avoir beaucoup d'exportations vers Israël? Cela a-t-il jamais été un sujet? But was that ever a topic? Absolutely, yes. That's a topic. Absolument oui. C'est un sujet. Pour commencer, nous n'avons pas de relations diplomatiques avec Israël, donc il n'y a rien à rompre. Deuxièmement, cela signifie que nous n'avons pas non plus de relations commerciales formelles avec Israël. Nous n'avons pas cela. Donc il n'y a rien à rompre là non plus. En termes de sanctions, je ne pense pas que le gouvernement puisse officiellement mettre en place des sanctions. Je ne pense pas que nous soyons en position de faire cela. Concernant le grand public, il y a la question du boycott des produits liés à Israël. Une partie significative du public prend cela très au sérieux. En conséquence, certaines entreprises ressentent déjà les répercussions et l'impact de ce boycott. Cependant, dans quelle mesure cela affectera le conflit lui-même est une autre question. D'accord. Merci pour cette évaluation. Peut-être une dernière question pour revenir à la première question. Qui pensez-vous va gagner les élections le mois prochain? Quelle est votre meilleure supposition? What's your best guess? Oh, wow. CSIS, Oh wow! Le CSIS a mené pas mal de sondages et d'enquêtes d'opinion sur cela. Nous allons également faire un décompte rapide le jour de l'élection. En regardant les résultats de notre sondage et ceux d'autres institutions en Indonésie, il est assez clair que Prabowo a l'avantage. Je pense que tous les résultats des sondages montrent qu'il a environ 40%, voire plus de 40% des voix. Il y a des changements en termes des deux autres candidats, Ganjar et Anies, qui parfois voient leur nombre augmenter ou diminuer. Mais Prabowo a été assez stagnant, avec des nombres autour de 43, 45, 46. Donc, de ce point de vue, c'est assez clair. Ce dont les gens discutent en ce moment n'est pas vraiment de savoir qui va gagner, mais s'il y aura un second tour. C'est parce que si un candidat n'obtient pas 51% plus des voix d'au moins 20 provinces, alors un second tour est nécessaire. C'est donc la discussion actuelle. Et je pense que cela va être assez significatif que ce soit un tour ou deux. Si Prabowo gagne en un seul tour, il aura amplement le temps d'établir un gouvernement solide et aura une influence significative sur l'élaboration des politiques dans tous les secteurs. Cependant, s'il y a deux tours, cela pourrait conduire à une administration plus équilibrée qui prend en compte les perspectives de différents partis. Donc, de ce point de vue, tour pourrait être quelque peu meilleur en termes d'avoir un gouvernement plus équilibré plus tard cette année. Somewhat better in terms of having a more balanced government later this year. All right. D'accord. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Shafia, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer les difficultés actuelles de l'Indonésie. C'était très intéressant. That was very interesting. Non, vous remerciez et merci Adelaide. Thank you again for having me.